Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voici les titres du journal. À la une ce soir, les Lions indomptables affrontent ce vendredi soir la sélection nationale namibienne au stade Omnisport de Yaoundé. Match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Et vous verrez que chacun y va de son pronostic. 3 ans déjà que Manu Dibango a cassé son saxophone, mais le patrimoine musical de cette icône mondiale de la musique vit toujours dans les mémoires, évocation d'une légende dans le 19h50. Plus de femmes à la Chambre haute du Parlement, c'est le combat de Chantal Kambiwa, femme politique. Elle compte sur le chef de l'État pour nommer plus de 10 femmes sur les 30 au Sénat. C'est l'invité de la semaine. Voilà pour les titres. Avant de développer ces titres, les militants du RDPC soufflent les 38 bougies de la formation politique en lorgnant l'organisation d'un nouveau congrès. L'attente de ce rendez-vous pour le renouvellement des cadres de ce rendez-vous des cadres s'est parfois traduit par des déchirures internes. En dépit de cela, le flambeau du RDPC brille et surplombe ses adversaires à tous les rendez-vous électoraux. Un mécanisme de fonctionnement qui épouse plus ou moins les textes du parti. Monique Naossi-Fosso et Thierry Nana. Le dernier congrès du RDPC remonte à septembre 2011. Faisant partie des 3 instances dirigeantes du parti, le congrès prévu tous les 5 ans selon l'article 18 alinéa 2 des textes statutaires de cette formation politique. Un rendez-vous qu'attendent les progressistes pour faire la mue du parti. Un congrès a un rôle très important dans le sens où c'est au sein du congrès que se déterminent les politiques générales d'une formation politique. C'est au sein d'un congrès que se prennent toutes les décisions les plus importantes du parti. En termes même de congrès extraordinaire, c'est le lieu où on choisit parfois les dirigeants des formations politiques. Le dernier congrès était attendu en 2016. En lieu et place, il s'est tenu une réunion du bureau politique avec pour principale résolution la prorogation du mandat du président national et la désignation du candidat du RDPC à la présidentielle de 2018. Bien qu'il ne se soit tenu que 3 fois depuis la création du parti, la rareté des congrès au RDPC ne lui fait pas plier les chines face aux adversaires lors des rendez-vous électoraux. Cela veut tout simplement dire que le RDPC certainement a confiance en ses structures. Les dernières élections sénatoriales, le parti a remporté les 70 sièges à pouvoir. Cela veut traduire 2 choses. Cela veut dire, premièrement, que le RDPC est un parti puissant, c'est un parti leader. Et cela veut aussi traduire autre chose, c'est que c'est un message fort qui est lancé à l'endroit de l'opposition camerounaise, qui mérite donc de mutualiser les forces pour venir à bout du RDPC. Sous cap, les conservateurs maintiennent le statu quo et les modernistes piaffent d'impatience pour le rajeunissement. L'absence de la tenue de ce congrès peut, n'est-ce pas, créer des frustrations au sein de cette formation politique. Parce que vous savez, on ne vient pas dans un parti politique pour y militer simplement. On vient aussi pour y avoir des intérêts. C'est en novembre 2016 qu'a eu lieu la prorogation du mandat des membres du comité central, du bureau politique, entre autres. Et du 109 pour la législature 2023 au Sénat, la proclamation des résultats des sénatoriales par le Conseil constitutionnel a révélé de nouveaux noms, de nouveaux visages auxquels on devrait désormais s'habituer. Découvrons quelques-uns dans ce reportage de Delphine Foncoutene et Serge Alain Zibou. Comme on félicite un nouveau sénateur, Pierre-Emmanuel Tabi, ancien directeur de l'IRIC entre 2012 et 2017, désormais membre de la Chambre haute du Parlement pour la région du Centre. Le Centre qui consacre également Laurent-Charles Boyomo Assala, ancien directeur de l'École supérieure des sciences, des technologies de l'information et de la communication. Après l'Assemblée nationale, Célestin Ketchanga dans le littoral signe son retour au Parlement, cette fois au Sénat. Le Sénat qui accueille également pour la toute première fois la femme d'affaires Françoise Pouéné. Mami Nyanga de son pseudonyme fait partie des élus du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la région de l'Ouest.
Dans la Damawa, Abba Aruna porte lui aussi pour la toute première fois la casquette d'honorable. Entre autres néophytes, tous reconnaissants. Naturellement, je remercie le très haut, le très miséricordieux, sans qui rien n'est possible. Ensuite, le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, son Excellence Paul Biya. Pour leur tout premier mandat au Sénat, chacun de ces sénateurs rêve grand. Abba Aruna, élu de la Damawa, entend imprimer ses marques en contribuant au développement local. Je vais donc placer mon mandat sous le signe de l'encadrement et de l'accompagnement des communes et de la région. Nous allons mettre sur pied une plateforme de coopération avec les organismes de financement à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, à l'effet de booster des secteurs sociaux. Ces nouveaux sénateurs aux côtés des anciens étaient tous célébrés dans les 10 régions ce 24 mars. À l'occasion du 38e anniversaire de leur parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et le regard reste désormais tourné vers le chef de l'État pour la nomination dans les prochains jours de 30 sénateurs. Chantal Kambiwa, membre de la plateforme Société civile Femmes politiques, exhorte Paul Biya à penser aux femmes en choisissant 15 sur les 30 afin de mettre véritablement celles-ci au cœur du développement. Chantal Kambiwa est l'invitée de la semaine. Chantal, bonsoir. Bonsoir. Depuis que vous travaillez sur la commission genre, nous sommes en 2023 et il y a des femmes qui ont un peu compris ce qui se passe. Est-ce que vous avez la possibilité de nous dire que oui, il y a quand même des avancées? Il y a des avancées. Regardons l'Assemblée nationale. On est largement Alors, on dit qu'elles sont assises là, elles n'ont pas vraiment grand-chose à dire. Vous avez posé la question de savoir s'il y a eu des avancées, oui. Oui, mais il y a encore beaucoup à faire. Elles sont encore assises là, pourquoi? Mais il fallait déjà qu'elles y soient. C'est ça, là c'est un autre débat. C'est pour ça que nous parlons du processus. C'est un processus. Si elles ne sont pas là, vous n'allez pas leur demander de faire des choses si elles ne sont pas là. Ça, donc c'est déjà appréciable le fait qu'on passe de 13% dans les années antérieures à 31%. Vous voyez un peu, on a inversé et c'est une avancée significative. Il y a un travail qui est fait sur le terrain de la société civile et de l'autre côté, il y a des récepteurs. Maintenant, l'aspect que vous évoquez, c'est leur rôle au sein de ces institutions. Ça encore, c'est autre chose. C'est d'où l'importance de faire tomber les barrières politiques. Parce que je vous l'ai dit au début, quel que soit le parti politique auquel on appartient, on a tous les mêmes problèmes. Alors, ça sert à quoi cette discipline de parti politique dans un hémicycle comme l'Assemblée nationale? It just doesn't make sense, comme disent les anglophones. Ça n'a pas de sens. L'élection présidentielle arrive. On doit espérer avoir une femme, pourquoi pas candidate à la tête de la présidence de la République, ou alors que dans les prochaines nominations, qu'on ait une femme Premier ministre. Lorsqu'on voit une élection déjà au niveau local, ce que ça peut faire comme pression sur la femme, regardez à quel niveau. Et les femmes doivent comprendre que nous n'allons augmenter, accroître notre nombre qu'à travers les élections. Parce que si nous attendons les nominations, regardez tout ce qu'il y a eu comme nomination. Aujourd'hui, tout le monde est agrippé sur les 30%, les 30 personnes que le chef d'État va nommer. Et même là, à chaque fois, on est toujours peu nombreuses. Donc, pourquoi ne pas inverser la tendance? Nous savons déjà qu'il y aura très peu de femmes au Sénat. Pourquoi ne pas nommer 50, pas quelques-unes? Au moins 50% de 30%, il y a 30 personnes. Pourquoi ne pas nommer 15 femmes et 15 hommes? Au moins pour faire l'équilibre. Parce que la voie des nominations n'a jamais été favorable à la femme, malgré les discours du chef d'État très positifs en faveur de cet engagement. Le Cameroun a ratifié tout et le chef d'État lui-même, dans ses discours, met la femme au cœur. Mais il faut se demander, mais où ça coince? Où ça coince? Cette fois-ci, c'est lui. Et à lui tout seul la responsabilité. Il a la possibilité de nommer 30 personnes au sénatorial. Et il sait bien que même si ces 30 personnes sont des femmes, elles ne seront pas 50% au Sénat. Donc, il faut qu'il y ait au moins 50%, ça veut dire 15 femmes
sur les 30 personnes qu'il doit nommer pour renforcer ce discours positif, son engagement vis-à-vis de faire de l'égalité une réalité au Cameroun. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir d'être des vôtres pour cette autre sortie sur Canal 2 International. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une autre femme. Ce sera la dernière de notre série. Bonsoir. Et l'intégralité de cet entretien à suivre demain à partir de 12h sur Canal 2 International. Le MRC a été surpris de voir le RDPC tenir une manifestation ce 24 mars à l'esplanade du stade omnisport de Yaoundé, alors que la demande d'exploitation de cet espace pour l'installation des responsables nouvellement élus du parti politique a été refusée pour cause d'homologation des nouveaux tarifs de location d'esplanade de stade. On voit cela avec Joël Diom 3 et Raoul Ngofo. Désireux d'exploiter l'esplanade du stade omnisport de Yaoundé ce 25 mars 2023 pour l'installation des responsables nouvellement élus du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC. Un courrier signé du coordonnateur général leur est servi le 17 mars dernier. Il y est clairement indiqué que j'ai l'honneur de vous faire connaître que l'exploitation de l'esplanade du stade Amadou Ahidjo est momentanément suspendue en attendant l'homologation d'une grille tarifaire s'y rapportant. Par conséquent, le MRC ne peut avoir accès à cette esplanade pour ses activités, ce qu'accepte le secrétaire de la fédération régionale du parti pour le centre, initiateur de la demande. Mais à leur grande surprise, l'esplanade qui leur a été refusée il y a quelques jours est utilisée par le RDPC ce 24 mars. La polémique d'abord, c'est le fait qu'on constate donc qu'aujourd'hui il y a une manifestation là-bas par le parti au pouvoir. Donc c'est un manque de cohérence avec ce qu'on m'a dit. Les membres du MRC ne comprennent pas par quelle alchimie le statut de cette esplanade a changé en un battement de cils, alors que la coordination des stades avait alors fait savoir que le processus était parti pour durer. Éric Diabon cessait alors à quelques pistes de compréhension de cette situation qui a tout d'un 2 poids 2 mesures lorsqu'il s'agit de l'exploitation des espaces publics pour des manifestations. Que je me dis aussi que peut-être qu'entre le 20 et 23, l'homologation des tarifs a été faite. Pour en avoir le cœur net, le mouvement pour la renaissance du Cameroun envisage de déposer une nouvelle demande avant de tirer toute conclusion. Une question qui taraude les esprits à la chambre basse du Parlement. Où est passé le bureau définitif de l'Assemblée? La session de mars a été ouverte le 3 par Laurentine Coiffeugue, la doyenne d'âge de l'institution. Rendue aujourd'hui à une semaine de sa clôture, l'élection des bureaux définitifs de l'Assemblée et même du Sénat, activité principale de cette première session de l'année législative, reste toujours attendue. La loi n'ayant pas prévu de délai impératif, c'est en roue libre que la Chambre fonctionne, une situation qui inconforte certains députés. Janice Kamga et Serge Alain Zébou. L'Assemblée nationale serait-elle en pilotage automatique? La Constitution, en son article 16 alinéa 2A, stipule que dès l'ouverture de l'année législative, la Chambre basse doit élire son président et son bureau. Cette loi n'étant pas très exhaustive, il faut se référer à l'article 14 alinéa 1er du règlement intérieur de l'Assemblée qui précise qu'avant cette élection, c'est le bureau d'âge qui préside aux destinées de l'institution. Seulement voilà, à quelques jours de la fin de la session ordinaire de mars, silence radio. Le problème qui se pose ici, c'est le vide juridique sur un certain nombre d'aspects qui auraient dû être précisés afin que les choses se déroulent dans une certaine logique et selon une certaine rigueur. La situation serait tributaire d'un agenda politique chargé et d'une succession d'événements malheureux, en l'occurrence le décès du président du groupe parlementaire RDPC qui avait l'habitude de mobiliser ses troupes à cette fin. Le premier motif était l'indisponibilité des parlementaires qui devraient aller sur le terrain pour la campagne sénatoriale. Maintenant, on parle du rappel à Dieu de l'honorable Ndongo Essomba, paix à son âme, puis du décès d'un des grands-fils du président de l'Assemblée nationale. Conséquence, la Chambre fonctionne en mode économie. Les députés et les sénateurs sont là à se tourner les pouces.
Certains députés de l'opposition surtout jettent un regard inquisiteur en direction du pouvoir exécutif. Il aurait suffi d'un claquement de doigts pour que nous nous réunissions. Pour l'instant, la machine n'est pas grippée. Il y a de l'espoir dans la mesure où la session n'est pas terminée. Dans l'hypothèse ultime où elle le serait, l'article 16 alinéa 3 de la Constitution confère au président de la République ou à un tiers des députés le droit de convoquer une session extraordinaire dont la durée ne peut excéder 15 jours. Autre titre, Manu Dibango, 3 ans après sa mort. Des souvenirs de l'homme continuent d'habiter le monde de la culture. La date du 24 mars 2020 reste une date difficile à oublier, jour de la mort de cette icône de la musique mondiale. Junior Ossin et Henri Tinda sont allés à la rencontre de ceux et celles qui l'ont connu. Reportage. Ce matin, on retrouve chacun des hommes et femmes de la culture et de médias dans le lieu de service. Le point commun qu'ils partagent est le souvenir de la mort de Manu Dibango. Cette icône de la musique camerounaise est décédée de suite de Covid-19 le 24 mars 2020. Brutalement, on apprend son décès, ce qui était inattendu absolument. Un choc, un vrai choc. Un papa comme ça décède, c'était triste quoi. On n'a même pas eu l'occasion de pouvoir lui rendre hommage, être à côté de sa famille. Ça fait vraiment mal. 3 ans après la mort de l'un des plus grands saxophonistes du monde, les travaux de Manu Dibango demeurent dans la mémoire des hommes de médias. Il faut savoir qu'au niveau de la chaîne nationale, on a beaucoup utilisé ces génériques et certaines émissions demeurent même encore avec les sonorités de Manu Dibango, que ce soit sur le plan national ou régional. Manu Dibango, tout comme d'autres artistes, ne meurt jamais. Il est aujourd'hui au cœur du musée national de Yaoundé et partout ailleurs au Cameroun. Il y a une salle qui lui a été réservée avec son saxophone, le saxophone qu'il avait offert aux autorités du ministère de la Culture à l'époque. Je crois que c'est son premier saxophone, si mes souvenirs sont exacts. Sa disparition a interrompu plusieurs projets avec la jeune génération. Le souvenir qu'on a de Manu Dibango nous plonge également dans la douleur causée par la disparition de sa fille aînée, Georgia Dibango, décédée le 24 février 2023 à Paris des suites d'un accident vasculaire cérébral, encore appelé AVC. Et celui qu'on surnommait Papa Manu est toujours présent dans les cœurs des passionnés de la musique. Le saxophoniste camerounais qui a fait le tour du monde a mené plusieurs combats pour hisser haut la culture camerounaise. On voit cela avec Elisabeth Ngoum et Henri Tinda. Leader de la culture et de la musique africaine, Manu Dibango laisse derrière lui un héritage de notoriété internationale. En plus de sa vie de musique et des concerts, le père de Soul Makossa a mené plusieurs combats, tant sur le plan artistique que culturel. Un avant-gardiste pour ses proches collaborateurs. C'est parce qu'on dit que nul n'est prophète chez soi. Mais Manu, c'est quelqu'un qui voyait très loin. Remarquez un peu même au niveau du droit d'auteur. Aujourd'hui, on ne serait plus en train de faire la bagarre entre ça ne marche pas, c'est Ante Bazo, c'est Sam Bender, ou ça. Parce que voilà quelqu'un qui vit avec son carnet d'adresse. Il avait la possibilité d'ouvrir beaucoup de portes. Mais vous savez ce qui s'est passé, hein? Jusqu'à vous vous rendez compte qu'un ministre paye des publics reportages pour l'insulter. Ça l'avait énervé, il est parti. Remarquez que c'était une malédiction que nous portons jusqu'à aujourd'hui en ce qui concerne le droit d'auteur. En ce qui concerne la musique purement, voilà quelqu'un qui a un projet de conservatoire. Et il a même fait acheter des terrains avec ses partenaires au niveau de Limbe. Ce truc n'a jamais prospéré parce que un certain ministre à ce temps estime qu'il faut qu'on le voit, enfin à la camerounaise. Autant de projets avortés qui n'ont pas arrêté son amour pour la patrie. Après 60 ans de carrière et de milliers de chansons qui ont inspiré les plus jeunes, Papy Groove était devenu citoyen du monde. Il est peut-être passé physiquement, mais son art va rester, va perdurer parce qu'il faisait des chansons atemporelles. Aujourd'hui même, ça devait être une fête nationale, Manu Dibango. Je ne parle pas de lui, je ne parle pas de Camille Briand qui vient de partir là. Voilà les artistes qu'aujourd'hui devaient avoir des stèles, des endroits où les gens pouvaient
partir de n'importe quel point du monde de venir dire voilà, je m'en vais voir la statue Manu Dibango, il m'en va au musée Manu Dibango, il m'en va, voilà. Et que le Camerounais devrait s'approprier de son œuvre. En attendant l'hommage officiel de la nation camerounaise, la majesté de l'œuvre artistique de Emmanuel Ndjoké Dibango est célébrée ce jour au travers de ses sonorités. Pour les plus proches, l'on se souvient également de son rire retentissant. Yves Bigot, président directeur général de TV5 Monde, mais aussi écrivain, publie Manu Dibango, conversation avec Yves Bigot, aux éditions Le Mot et le Rire et le Reste. En hommage à Manu Dibango, une cérémonie de dédicace de ce livre a eu lieu cet après-midi dans les locaux de l'ambassade du Cameroun en France. On voit cela avec notre correspondant à Paris, Eric Golf-Poitou. 3 ans après, ils sont tous là. Ces inconditionnels de Manu Dibango se sont donné rendez-vous à l'ambassade du Cameroun en France pour ne pas rater les histoires inédites sur le saxophoniste le plus célèbre du continent. Les histoires racontées par le journaliste et écrivain Yves Bigot dans un livre intitulé Manu Dibango, conversation avec Yves Bigot. Livre paru aux éditions Le Mot et le Reste. Ces entretiens sur des conversations posthumes rendent hommage à Manu Dibango à travers son histoire personnelle comme musicale, sa vision originale du panafricanisme et ses observations lucides des enjeux culturels et géopolitiques entre les peuples. C'est la mémoire de Manu, mais pas simplement sa mémoire, son aventure, ce qu'il a vécu. Plus personne ne vivra ce qu'a vécu Manu Dibango à travers tout le XXe siècle. C'est un parcours unique et je voulais qu'on puisse le conserver. Et puis derrière ce parcours, c'est toute sa pensée. Dans la salle d'apparat de l'ambassade du Cameroun en France, on est aussi venu commémorer le décès de Manu Dibango. Tour à tour, les uns et les autres se sont succédés pour faire des témoignages et partager un petit souvenir avec tonton Manu. Au milieu de cette foule, les artistes, les intellectuels, les hommes politiques, les hommes de culture et les enfants de Manu Dibango. Mais surtout, l'ambassadeur André Magnus Ekoumou. C'est lui, sur instruction du président de la République, qui avait organisé et supervisé les obsèques officielles de Manu Dibango en France. Je dis merci à M. Yves Bigot d'avoir encore écrit un livre sur Manu. J'espère que ce n'est pas le dernier. Mais je suis content, il y a eu beaucoup d'émotions et ça montre la grandeur de l'homme qu'était Manu. 3 ans, c'est long, c'est court, mais je pense que la douleur ne partira jamais et qu'il nous manquera toujours. On fait juste avec. Journaliste et producteur français, Yves Bigot a bien connu Manu Dibango. C'est lui qui avait conçu et produit les albums Waka Africa et Africa Soul pour son ami Manu Dibango, qu'il désigne comme l'un des géants de la musique du XXe siècle. Est parti à l'ère des notes mélodieuses de ses 60 années de carrière. Manu Dibango, la légende, a mené une carrière multiforme avec des tubes qui restent présents dans les esprits. Soir au village, en passant par Bintou, Soul Makossa et bien d'autres. Papy Groove est vivant à travers la world music et l'afro-jazz. Manu Dibango, une vie éternelle sous la plume de Lil Piedjou. Sa vie fut si pleine de vie et elle semblait éternelle au regard de la densité de sa carrière. Manu Dibango, parti du Cameroun à l'âge de 15 ans avec 3 kg de café pour payer ses études en France, ce fils de chrétien penche plutôt pour l'apprentissage à l'utilisation du piano et du saxo, 2 instruments qu'il introduira plus tard dans le makossa, le jazz et bien d'autres sonorités africaines. Ce cocktail va donner naissance plus tard au soul makossa. Véritable succès planétaire dans les années 1973. Elle sera reprise par les grands noms de la musique mondiale à l'instar de Michael Jackson et utilisée comme hymne de la 8e Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Le Papy Groove, 2 ans plus tard, est sur le toit du monde, surtout avec ce carton plein à l'Olympia. Il vole de succès en succès. Manu Dibango, le saxophoniste, c'est pas moins de 45 albums aux mots mélodieuses, des collaborations avec des grands noms sur la scène africaine et européenne. C'est grâce à lui que le makossa a dompté le monde du showbiz.
L'homme, au large sourire, au saxophone baladeur, au doigt sur le vibraphone, est parti, frappé par ce maudit Covid, en pleine célébration de ses 60 années de carrière musicale à travers le monde. D'ailleurs, au Cameroun, l'on attend toujours cet hommage national pour saluer l'immensité de son talent et son engagement aux valeurs d'unité et de tolérance. À suivre dans le 19h50, la communauté musulmane et ça son deuxième jour de jeûne du Ramadan. Nous allons découvrir les interdits pendant cette période et nous irons ensuite feuilleter quelques pages d'un ouvrage médical intitulé Cortex déconfinement. Et le Cameroun affronte la Namibie ce soir pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Nous irons retrouver Marc Chouamot au stade Omnisport de Yaoundé. Dans l'actualité également, synergie d'action pour l'amélioration de la situation des droits de l'homme au Cameroun. Le sujet a été au centre d'un échange entre le diplomate américain et les responsables de la Commission des droits de l'homme au Cameroun. L'audience de circonstance a eu lieu ce 25 mars à Yaoundé. Le compte rendu de Karel Mesatchachuya, Bénédicte Ngono et Samuel Ebakissé. Par cette entrevue circonscrite sur 1 heure, ils fondent l'espoir d'une plus grande collaboration entre le Cameroun et les États-Unis d'Amérique pour le respect des droits de l'homme ici. Un pan de coopération à développer de façon conjointe pour le bien des populations. Au siège de la Commission des droits de l'homme du Cameroun, l'échange de circonstances concerne la question de financement des actes de violence par certains Camerounais résidant dans le pays de l'oncle Sam et des commentaires relatifs à certains cas révélateurs de la situation de ces droits chez nous. L'hôte de James Mwangi Kobila souhaite contribuer à l'amélioration. Nous avons concentré beaucoup mieux sur les manières dans lesquelles le gouvernement américain et le gouvernement camerounais puissent travailler ensemble avec la société civile et le gouvernement camerounais pour améliorer la situation des droits humains au pays. Un rapport annuel qui consacre ces pages à l'état des lieux des droits de l'homme en question sera publié le 28 prochain. Le département d'État américain en charge des affaires étrangères y travaille, avons-nous appris. Et on reparle ce soir du jeûne du mois de Ramadan, une période sacrée au cours de laquelle les fidèles musulmans renaissent tout en se rapprochant d'Allah. Très haut, du coup, elle impose un canevas et donc on marque un temps d'arrêt sur les interdits et les recommandations de l'islam. Un fidèle rencontré au sortir de la prière à la mosquée au quartier Toudia Yaoundé. Ce jour éclaire notre lanterne. Découvrons ensemble ce qu'il faut faire et ne faut pas faire dans ce reportage de Karel Mesatchachuya et Constant Kamgar. Nous tombons à pic. C'est l'heure de la prière. 13h à notre montre ce vendredi. La mosquée du quartier Toudia Yaoundé est tout autour, complètement ou presque investie par les musulmans. Ils pratiquent là l'un des 5 piliers de l'islam. Mais le recueillement ne suffit pas. En ce temps de jeûne du mois de Ramadan, il faut intensifier la lecture du Saint-Coran. Plongez dans la lecture du Saint-Coran, vous vous coupez du monde d'ici-bas. Vous êtes dans un état de spiritualité qui vous permet, passez-moi la métaphore, de voyager et de vous rapprocher du Créateur. Amour, pardon, humilité recommandée. C'est la période de pénitence et de partage. Un jeûne complet s'impose. Il ne doit plus faire du commérage, il ne doit plus mentir, il ne doit pas avoir de la fornication pour des célibataires. Et ceux-là qui sont mariés, ils doivent justement avoir des relations intimes avant le lever du soleil. Ça requiert un don de soi, la tentation étant par moments forte. Surtout les premiers jours. Qu'en est-il lorsqu'on succombe de manière consciente? Si vous avez mangé de manière consciente et que vous faites savoir à votre entourage que c'est de manière inconsciente, vous aurez passé une journée nulle et vous aurez minimalement 2 mois à restituer au Tout-Puissant. S'agissant des personnes exemptes de jeûne, notamment des femmes enceintes, les hommes du 3e âge, ceux malades, entre autres, il y a des moyens de restitution. Quelqu'un qui n'arrive pas à se mouvoir, il est dépendant. Il n'a pas l'obligation de jeûner. Qu'est-ce qu'il fait dans ce cas? Il nourrit des pauvres. Un exemple parmi tant d'autres, évoqué par ce fidèle musulman rencontré au sortir de la prière. Cortex déconfinement, un titre qui, a priori, peut faire penser à l'intitulé d'un ouvrage médical axé sur la thématique de la pandémie Covid-19. Que non,
Cet ouvrage de Ten Sangnon, qui vient de paraître aux éditions Aïs, fait le diagnostic d'une Afrique servile. L'auteur décrit des symptômes graves qui se résument à 4 égrégores. Sa proposition est une invite au peuple africain, surtout à briser ces chaînes mentales qui les embrigadent. Janice Kamga, Bertrand Tiassé. Voici l'outil que Ten Sangnon brandit pour... Dès la première découverture, on comprend qu'on est loin de l'univers médical, mais bien dans l'univers sociopolitique et économique africain. Le parallèle avec le contexte de la pandémie de Covid-19 qui a permis l'éclosion de cet opus sert donc de prétexte à l'auteur qui milite pour un déconfinement général des mentalités. On constate amèrement en cet ouvrage que les jeunes passent plus de temps sur les réseaux sociaux. Les gens travaillent peu dans l'univers des symphoriens ténés. À partir du moment où vous ne savez pas qui vous êtes, vous apprenez plutôt ce que vous n'êtes pas. Tout cela a été pensé pour diviser les gens. Pour briser les chaînes du sous-développement, il préconise la prise de conscience et le retour aux sources. L'écrivain identifie 4 égrégores qui maintiennent les esprits captifs, des chaînes qu'il apparaît urgent de briser. L'égrégore religieux qui est un frein au développement, ça il faut le dire. L'éducation issue de la colonisation qui n'est pas conçue pour nous aider à nous développer. Les médias qu'on n'encourage pas trop dans nos contrées, on favorise plutôt les médias mainstream occidentaux. L'intelligence artificielle, c'est un égrégore qui met carrément l'Afrique et les Africains hors jeu. Ouvrage de 217 pages, engagé au ton libre et décomplexé, Cortex déconfinement interpelle la conscience humaine à une libération mentale afin d'aboutir à une humanité réconciliée et apaisée. Du sport, à présent, les Lions indomptables affrontent les Zambiens dans moins d'1 heure au stade Omnisport de Yaoundé. Nicolas Nkoulou et ses coéquipiers veulent prendre une avance pour la qualification la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Retrouvons Marc Chouamou au stade Fandena. Bonsoir Marc. Bonsoir Alain Gisley Kanga. Bienvenue au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé où dans moins d'1 heure, les Lions indomptables du Cameroun vont rencontrer donc la Namibie pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Et nous sommes avec notre consultant Billy Outo. L'information, c'est que nous avons déjà la composition officielle du Cameroun. On pouvait voir l'image dans les buts Davis et Passy. En défense centrale, la paire Castelletto, Christopher Wu. En arrière gauche, Noutolo. En arrière droit, ce sera donc Malcolm Bokele pour sa première titularisation. Au milieu de terrain, on aura donc Olivier Kemen, lui aussi, première titularisation, aux côtés de Ncham et de Zambo Anguissa, le capitaine. Et puis devant la triplette offensive sera constituée de Mouminga Maleu à gauche, de Brian Bemo à droite et de Ignatius Ganago à la pointe de la table. Votre avis sur ce 11 de départ? Non, ben, il faut dire que c'est pas surprenant. Rigobert sera travaillé des gamins durant toute la semaine et effectivement il a mis le 11 auquel nous nous attendions à l'exception près. Maintenant on a l'absence de Nicolas Nkoulou qui est sur le banc de touche. C'est pas surprenant, comme je le disais tantôt, il est arrivé pratiquement le mardi soir, il n'a eu droit qu'à 2 séances d'entraînement. Et puis aussi et on va rester sur la même dynamique de la Coupe du Monde avec le jeune Christopher Castelletto qui s'est très bien comporté. Il y a Bokele qui est le nouvel entrant. On espère qu'il n'aura pas beaucoup de frayeur parce que c'est Fandena. C'est un garçon qui fait une très bonne saison avec les Girondins de Bordeaux. Mais maintenant ici au stade Omnisport, on espère qu'il va très bien se comporter et qu'il va relancer la concurrence avec Collins Faye. En sentinelle, on a Olivier Kemen qui fait une très bonne saison à Kazeri Sport. Et c'est un garçon qui est box to box. Maintenant à Fandena, c'est autre chose. Et puis au niveau du front de l'attaque, on a Brian Bemo qui a été titulaire à Lyon mais qui a sa première à Yaoundé. Et puis on a Ignatius Ganago, la nature ayant horreur du vide. Vincent n'étant pas là, Choupo-Moting n'étant pas là, c'est la possibilité pour lui qui n'était pas au mondial, de saisir sa chance et de faire comprendre à Rigobert Song qu'il est réellement présent. On joue dans un 4-3-3 avec une sentinelle et 2 joueurs au niveau de la base haute pour essayer d'accompagner les 3 d'avant centraux. C'est pour réellement dire qu'on aura un jeu qui sera vraiment porté vers l'avant parce que nous jouons contre la Namibie, nous sommes chez nous et il serait normal que le Cameroun vienne jouer avec un blaireau pour essayer de marquer le maximum de buts possible. Alors l'information également, c'est le capitanat pour Franck Zambo Anguissa avec la non-titularisation de Nicolas Nkoulou. Eh bien, c'est le milieu de terrain de Naples qui hérite de Brassa. Est-ce qu'il répond naturellement à ces critères-là par rapport à sa
sa saison qu'il fait à Naples, leader technique de l'équipe. Aujourd'hui, il a les responsabilités. Lui qui est très souvent timide, est-ce qu'il pourra diriger ses coéquipiers sur le terrain? Vous savez, lorsque vous appelez Zamboanguissa et que vous jouez en Ligue des Champions, vous jouez à Naples. Vous êtes l'un des plus anciens de cette équipe. Sur le terrain, c'est pratiquement le plus ancien. C'est ce qui justifie le capitana. Il faudrait prendre vos responsabilités. Je pense qu'on lui a réellement tout le temps fait le critique qu'à Naples, ce qu'il produit à Naples, c'est pas pratiquement la même chose qu'il fait en sélection nationale. Je pense qu'il faut le responsabiliser. Ce brassard le responsabilisera beaucoup plus et on verra ce que ça va lui apporter sur le plan technico-tactique. Psychologiquement, je sais qu'il était préparé et maintenant on verra sur le stade, on verra un autre Zamboanguissa, un Zamboanguissa qui renaît, un nouveau Zamboanguissa avec ses capitanas. Voilà ce qu'il fallait dire donc sur cet avant-match avec la compo officielle du Cameroun qu'on peut revoir à l'image. Le coup d'envoi est prévu à 21h30. Je vous laisse en compagnie de Rigobert Song-Banak qui s'est exprimé à la fin de la conférence de presse hier en avant-match, qui revenait sur ce match face à Namibie, une formation qu'il ne faut pas négliger malgré son petit statut. On écoute Rigobert Song. Je pense qu'aujourd'hui, il faut donner la possibilité à tout le monde et cette équipe nationale correspond à tous les Camerounais qui ont souhaité faire ce métier et je pense qu'aujourd'hui, le temps que j'ai aujourd'hui me permet de pouvoir voir tout le monde parce que ce qui était différent avant j'étais dans l'urgence, lorsque j'ai été nommé, j'étais dans une urgence d'une Coupe du Monde. Là, la Coupe d'Afrique vient en janvier 2024, donc je pense qu'aujourd'hui il y a des jeunes, il faudrait leur donner la possibilité eux aussi de pouvoir faire leur entrée et qu'on puisse voir tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui ces jeunes-là, on peut les appeler jeunes, mais ils ont déjà un vécu quand même sur le plan sportif. Et c'est des jeunes qui jouent quand même dans des clubs assez connus et qui demandent quand même leur performance pendant tous les week-ends. Et je pense qu'il faut leur donner l'opportunité de pouvoir avoir un effectif, d'abord pour moi, pour la CAN qui arrive en 2024, parce que je voudrais bien aller avec la liste, pas que ceux qui vont commencer, mais ceux qui seront aussi sur le banc, que ce soit les mêmes joueurs qui peuvent, que ce soit d'entrée ou après, être dans les mêmes dispositifs. Déjà, je vous dirais qu'aujourd'hui, il ne faut plus sous-estimer les adversaires. Il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. De toute façon, ce qui m'intéresse moi aujourd'hui, c'est de mettre mon équipe. Et demain, quel que soit ce qui arrive, il faudrait que je prenne 3 points. 3 points, déjà pour moi, ça me mettra, je veux être déjà dans une sécurité. Donc maintenant, je dis, on ne va pas minimiser. Maintenant, on sait aussi que cette équipe, c'est pas parce que je dis le nom, on va dire Namibie, qu'on estime qu'ils n'ont pas, ils vont venir aussi avec un autre état d'esprit. Nous le savons, et nous savons aujourd'hui que on n'a pas droit à l'erreur, parce que j'ai dit nous devons rester toujours indomptables et mettre la barre haute pour démontrer que nous méritons toujours la place où nous devons être. I think tomorrow it will be a good game to play, even if the big name, like you said, they're not here. Unfortunately, we have big squads. We have good players, so I think we can manage that game with this kind of player. And I think also we have the chance to build something new after the World Cup. Pour faire comble, puisque ce match est à guichet fermé, Cameroun-Namibie à 21h30 pour le coup d'envoi de la rencontre. Depuis le stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, Marc Chouammo, Billy Houto, Augustin Fossi, Michel Foucault et Yassine Chia pour Canada International. Oui, monsieur, et l'actualité à l'international dans Escalmonde avec Lille Piédiou et Calvin Teka. Le Rwanda poursuit la construction des logements qui, selon les accords signés en 2022, accueilleront les demandeurs d'asile déportés car arrivés illégalement sur le territoire anglais. Les maisons seront à la fois destinées aux Rwandais à faible revenu qui ne possèdent pas de terre ou de maison, explique Joseph Sekagno, chef de chantier, ainsi qu'aux migrants. Dans les résidences de transit, il y a des éléments administratifs qui vont être arrangés à partir de là, mais quand c'est fini,
ces personnes, ces migrants, doivent s'intégrer dans la communauté rwandaise. Pour mélanger les Rwandais et les migrants, c'est une bonne chose. Parce que ça va aider d'un côté les Rwandais à habiter dans des endroits, je dirais, modernes, mais ça permettra également de l'autre côté aux migrants d'être intégrés facilement dans la communauté rwandaise. Mélanger les Rwandais et les migrants, c'est une bonne chose parce que ça va aider d'un côté les Rwandais à habiter dans des endroits, je dirais, modernes, mais ça permettra également de l'autre côté aux migrants d'être intégrés facilement dans la communauté rwandaise. Insistance d'Alain Mukurilinda, porte-parole adjoint du gouvernement rwandais. En Ukraine, le retour d'enfants retenus par la Russie à Kiev. Un groupe de 17 enfants ont retrouvé leurs parents mercredi grâce à une ONG qui les a rapatriés de déportation en Russie ou de territoires ukrainiens occupés. Des fidèles palestiniens se rassemblent devant la Porte des Lions, une des entrées de la vieille ville de Jérusalem, pour accéder à l'esplanade des mosquées pour la première prière du vendredi du Ramadan. À petite dose mais sans repos, un trafic de drogue de proximité empoisonne la vie de quartiers pauvres de Rosario, 3e ville d'Argentine, où désormais des enfants tombent aussi sous les balles. Autour de Rennes, où les manifestations contre la réforme des retraites se montrent particulièrement tendues, des stations essence sont à sec et certains carburants manquent à la pompe au lendemain de la 9e journée de mobilisation. Paix et unité entre militants de base et RDPC pour projeter les grandes victoires aux prochaines séances électorales. La quintessence des discours en ce 38e anniversaire du parti des Flammes dans les sections Sanaga Maritime Nord 2 et 1. Les militants ont réaffirmé leur soutien à leur champion. C'est le plus du 19h50. Les militants et sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais des sections Sanaga Maritime Nord-Est 1 et 2 célèbrent le 38e anniversaire du Parti des Flammes ce 24 mars 2023 dans la Sanaga Maritime. Invité de marque aux activités, Jean-Ernest Massénangale Bibéhé, élite du département, par ailleurs membre de la délégation départementale du RDPC. Les différents présidents des sections de Nyanon et Ndom, dans leur prise de parole, saluent la présence de l'hôte du jour dans leur base politique et ses actions menées au quotidien pour maintenir la flamme du parti allumé dans ces localités. Donc j'appelle sur moi toutes les grandes élites qui peuvent m'apporter une grande contribution pour défendre la commune, pour relancer la politique dans ma section. C'était également l'occasion pour Jean-Ernest Massénangale Bibéhé de revisiter aux côtés de ses camarades du parti les réalisations du renouveau dans ces villages devenus aujourd'hui des villes modernes. En nous faisant comprendre que nous devons travailler ensemble. Et c'est pour cela, la deuxième raison pour laquelle je suis fier d'être ici, c'est que l'élite, la vaillante et vibrante, forte élite de Ndom a suivi les pas de ses devanciers. Rarement, je le dis, mais vraiment, vaillante élite de Ndom. De quoi remercier le président national, président de la République Paul Biya, pour son oreille attentive et permanente aux besoins des populations de ces localités. Elle salue d'ailleurs le choix porté sur leur fils Polycarpe Ballon à la tête du conseil régional du littoral. 10 communes sur 11, 2 sièges de députés sur 3 aux couleurs du RDPC lors des dernières législatives et municipales, l'heure est à la remobilisation des troupes pour les échéances à venir. Jean-Ernest Massénangale Bibéhé n'a pas manqué de féliciter l'élection de Yvette Yinda au sénatorial 2023. Que ce devoir accompli a permis l'élection de Madame Yvette Yinda, qui représentera désormais notre département au Sénat. Le membre de la délégation départementale du RDPC et ses camarades du parti démontrent en ce 24 mars 2023, date anniversaire du RDPC, que le président national, président de la République, peut compter sur la Sanaga Maritime pour l'atteinte de l'émergence à l'horizon 2035.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve lundi prochain, même lieu, même heure, 19h50. Et on se quitte avec un extrait de Soul Makossa de Manu Dibango.